Qui n'a jamais rêvé d'un monde meilleur, sans pollution, sans maladie, où la science serait en mesure de réaliser tous les miracles? Nous avions conclu l'émission de la semaine dernière par une citation de Jonathan Swift tirée de son livre « L'art du mensonge politique ». Il n'y a point d'homme qui débite et répande un mensonge avec autant de grâce que celui qui le croit. C'est exactement ce qu'il se passe avec la pseudoscience. Peu importe que ces prétendues inventions n'aient jamais été vérifiées et soient trop belles pour être vraies, certains veulent y croire et continuent de les partager comme s'il s'agissait de véritables sciences. Car la pseudoscience a les atours de la science, elle en a le vocabulaire, mais ne suit pas la méthode scientifique. Entre autres choses, il faudrait que les résultats soient reproductibles et vérifiables par d'autres scientifiques. Il ne suffit pas non plus de publier une théorie dans une revue, il faut que cet article soit discuté, débattu et finalement reconnu par le reste de la communauté scientifique. En général, on remarque que la pseudoscience repose davantage sur la croyance plutôt que sur des faits avérés et quantifiés. Certaines pseudosciences sont faciles à identifier comme telles. L'alchimie, la phrénologie, l'astrologie, le créationnisme, la perception extrasensorielle ou encore les médecines alternatives comme la naturopathie, l'acupuncture, la liste est longue. D'autres sont encore âprement discutées, par exemple l'homéopathie, très populaire depuis le début du 19e siècle, mais dont l'efficacité thérapeutique présumée n'a jamais été prouvée scientifiquement. Le côté pervers de la pseudoscience, c'est qu'en général certains aspects sont vérifiables, ce qui rend le reste dangereusement crédible. Par exemple, j'ai vu passer sur un célèbre réseau social une vidéo sur le moteur à eau qu'aurait inventé un Américain nommé Stanley Meyer. Meyer prétendait que son invention permettait d'effectuer le voyage de Los Angeles à New York avec pour seul carburant 83 litres d'eau. Sauf que son moteur était une simple cellule électrolytique, certes capable de transformer l'eau en dihydrogène, mais loin d'accomplir ce que Meyer prétendait. Il sera d'ailleurs traîné devant les tribunaux par ses investisseurs et refusera que d'autres scientifiques puissent examiner son invention, ce qui est toujours un peu suspect. Malgré cela, certains continuent d'y croire. Dans un commentaire, une personne a ainsi entrepris d'expliquer que si c'était possible, que lui-même avait reproduit l'expérience et que l'électrolyse produit bien du gaz, ipso facto, ça prouve que l'invention de Meyer fonctionne. Sauf qu'évidemment, le problème n'est pas de produire du gaz. Le problème, c'est que l'énergie nécessaire pour transformer l'eau en dihydrogène est bien supérieure à l'énergie produite par la réaction, qui du coup ne peut fonctionner qu'avec un apport d'énergie externe. Bonjour, voici les lois de la thermodynamique. Ce n'est pas pour rien qu'on a tant de mal à se débarrasser totalement des moteurs à hydrocarbures, qui offrent un très bon rapport entre l'énergie nécessaire pour amorcer la réaction et l'énergie produite. Stanley Meyer, lui, affirmait qu'une fois lancé, son moteur serait capable d'auto-alimenter la réaction, ce qui était bien sûr un conte de fées. Sauf qu'évidemment, comme Stanley Meyer est mort soudainement en 1998 d'une rupture d'anévrisme, ceux qui veulent croire dans son invention clament désormais qu'il a en fait été assassiné au choix par le gouvernement, l'industrie automobile ou les lobbies pétroliers, et donc c'est bien la preuve qu'il avait raison. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine Minute du Geek, les théories du complot. À la semaine prochaine.